RBG à Renentes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de RBG à Renentes, RBG sur la route. Vous le savez, tous les mois, l'équipe de Radio Broadjunette déménage ses studios le temps d'une journée sur une commune du territoire à la rencontre de ses acteurs, de ses habitants. Aujourd'hui, nous sommes partis vers le sud-ouest de Pontivy, au Sournes, pour plus de 5 heures d'émissions inédites, en direct, en français et en breton. Nous sommes installés au cœur de la médiathèque du Sournes, la médiathèque qui, je crois, s'appelle En fin de compte. Alors, fin F-A-I-M et compte C-O-N-T-E. Et vous êtes, bien sûr, chers auditeurs, chères auditrices, les bienvenus pour venir jeter un coup d'œil ou d'oreille jusqu'au filage, la veillée musicale à 19 heures. Pour faire la connaissance de cette commune, pour mieux découvrir le Sournes, nous sommes ensemble jusqu'à 13 heures pour cette deuxième émission. Autour de la table, monsieur Jean-Jacques Videlot, bonjour. Vous êtes maire du Sournes. Bonjour, oui, bienvenue à l'équipe de Radio Broadjunette et puis bonjour à tous vos auditrices et auditeurs. Voilà. Et merci pour votre accueil. À vos côtés, Marcel Renaud et Michel Cabel, des Amis de la Vallée de Pluride. Bonjour. Bonjour. Et Gérard Le Gallic qui nous parlera archives et photos anciennes. Monsieur le maire, tout d'abord, on l'a dit, merci de nous accueillir ici dans votre commune. Nous sommes donc au Sournes. 2019, c'est une année importante pour votre commune puisque vous fêterez en mai un bel anniversaire. Oui, voilà, j'ai l'habitude de dire que le Sournes, c'est une commune jeune. C'est une commune qui va fêter cette année ses 150 ans. Donc pour faire un petit point d'histoire et de connaissance de la commune, la commune est un regroupement de quartiers issus de Pontivy, de Malguenac, de Guernes et de Bieuzy qui dans les années 1840 ont commencé à chercher à se regrouper parce qu'elles étaient loin de leur région, enfin de leur commune et paroisse référentes. Les habitants se sentaient un petit peu loin et ils ont souhaité se regrouper autour de Saint-Julien, le cœur du Sournes aujourd'hui. Et puis donc 1840 c'est plus une demande religieuse et puis 1869 eh bien c'est un moment où Napoléon III prend un décret impérial qui va créer la commune réellement. Donc autour d'avril-mai, les textes officiels paraissent et puis le 26 août 1869, c'est le démarrage de la vie communale puisque c'est le premier conseil municipal de la commune. Le 26, si Gérard me dit ça, c'est le 26 août 1869, c'est là où le cœur de la commune commence à battre. Et alors, quelle est la date que vous avez retenue pour l'anniversaire en 2019 ? Alors, les bénévoles et puis les conseillers municipaux qui travaillent autour de la culture ont retenu la date du 26 août. En fin d'été, puis une période propice pour la fête. Et puis donc on va essayer de faire un ou plusieurs événements festifs autour de cette date, le week-end du 24-25 août, pour marquer justement le démarrage de la vie communale. Donc voilà, une vraie grande fête, un bel événement pour ces 150 ans d'histoire du Sournes. Est-ce qu'on a une idée du nombre d'habitants lors de l'année de création au Sournes ? J'ai pas le chiffre exact, mais on était aux alentours. C'est aux alentours de 900, je pense. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il faut comprendre que le Sournes, en fait, partant de cette année 1869, pendant une centaine d'années, ça va être entre 850 et 1000 habitants. C'est à peu près l'étiage de population qui seront là jusqu'aux alentours 1968, c'est 1008 habitants. Et il y a un fait marquant sur la population, 1973, la population passe de 1008 habitants à 1246. 25% d'augmentation en seulement 7 ans. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est ? Aujourd'hui, on est à 2112 habitants au recensement de 2016. Est-ce que c'est une croissance qui est amenée à se poursuivre ? Alors là, je suis pas devin, mais effectivement, nous on fait tout pour que ça continue de se développer. Mais c'est vrai que la croissance a été importante dans les 50 dernières années, hein, comme je disais, de 1968, 1008 habitants, en 2116 habitants donc en 2016, et ça fait une hausse de pratiquement 110%. Donc c'est un rythme très soutenu qui impose aussi je dirais le suivi des infrastructures
par rapport à ses habitants. Mais nous, effectivement, on est ancré dans une dynamique de croissance, mais pas forcément une croissance trop rapide non plus, parce qu'il faut pouvoir justement absorber correctement l'arrivée des nouveaux habitants. Voilà, notamment des familles, et pour attirer ces familles, souvent ce sont des établissements scolaires, des infrastructures qui sont nécessaires, mais je crois qu'une attention toute particulière peut être accordée au repas, et notamment à la cantine. Je crois que c'est le cas en ce qui concerne la commune du Sourne. Voilà, c'est donc la commune. Sur la commune, il y a deux écoles. Ça scolarise les deux écoles ensemble scolarisent environ 230 enfants. Il y a à peu près 190 à 200 jeunes qui mangent chaque jour sur la commune. Et la commune apporte une attention particulière à la restauration scolaire, avec préparation des repas en local, avec des produits le plus possible issus de l'agriculture biologique. Et puis une commission menu qui planche aussi sur l'équilibre gastronomique et puis l'équilibre global des repas pour, je dirais, que nos jeunes soient dans de bonnes conditions, trouvent auprès des services publics de la commune une bonne qualité de mise en œuvre. Et pour en revenir aux évolutions du Sourne, Marcel Renaud, Michel Cabel, tous les deux vous êtes au Sourne depuis longtemps, depuis plusieurs générations peut-être ? Moi, ça fait, je sais pas trop, ça fait une quarantaine d'années, oui, plus de 40 ans. J'ai participé surtout donc à la commune depuis que, j'ai été conseiller municipal, un mandat de conseiller municipal, 2 mandats d'adjoint, et puis en plus, j'ai participé avec 2 autres à la création de Corolar-Sorne. Et puis avec Michel Cabel, donc on a créé aussi les Amis de la Vallée de Plurite. Alors association, nous allons en reparler dans quelques dizaines de minutes. Et Corolar-Sorne, autre association dont nous reparlerons dans l'émission de 17h avec Claire Pérez. Et on entendra sûrement un peu de musique à l'occasion du filage ce soir en lien avec cette association. Et en ce qui vous concerne tous les deux, Michel Cabel, Marcel Renaud, comment vous voyez, comment vous avez perçu ces évolutions sur la commune du Sourne lors des dernières dizaines d'années? Moi, je suis arrivé au Sourne en 1988 et j'ai été élu conseiller municipal en 2001 et j'ai participé avec Marcel Renaud au démarrage de la vallée de Plurite. Donc les premières réunions, c'est parce que c'était un sujet principal pour M. Jean-Luc Olivierol, qui était le maire précédent. Oui, en 2001, c'était un des projets phares de la mandature. Voilà, c'est la raison pour laquelle on vous a invité également lors de cette émission. Vous allez pouvoir nous expliquer tout à l'heure pourquoi vous avez souhaité créer cette association et quelles sont encore vos activités à l'heure actuelle. Donc là, on est plus sur des questions liées à la nature, mais on peut peut-être dire également quelques mots de technologie. On entend parler de Mégalis. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, monsieur le maire, de quoi il s'agit ? Alors Mégalis, c'est un groupement entre les collectivités locales bretonnes, la région Bretagne, les départements, les communautés de communes et communautés d'agglomération, et donc derrière les communes. Et effectivement, le Sourne a bénéficié du programme de Mégalis, de ce financement pour faire ce qu'on appelle une montée en débit. Donc c'est dans le cadre du déploiement d'Internet et puis des débits Internet, d'améliorer les débits Internet. En 2014, une fibre optique a été installée entre Pontivy, qui était l'ancien central de communication pour les habitants du Sourne, jusqu'aux armoires de répartition qui se trouvent juste à côté d'ici. Et ça permettait d'augmenter les débits d'Internet sur la commune, puisqu'on était une commune un petit peu mal desservie au niveau des débits. Et donc, en fait, la fibre optique n'arrive pas chez les particuliers encore. Par contre, une fibre optique a été tirée depuis Pontivy jusqu'au cœur du bourg du Sourne, jusqu'au quartier de Saint-Michel également, qui permet justement d'avoir des débits à peu près acceptables sur la technologie cuivre existante sur les réseaux téléphoniques. Et donc les enjeux pour vous de pouvoir ramener ce très haut débit, comme on l'appelle parfois ?
Alors les enjeux, on les connaît puisque aujourd'hui, dans tous les foyers, on voit le côté important de l'internet, les usages qui se multiplient, les outils connectés qui se multiplient, les accès simultanés qui se multiplient, la télévision, le surf sur internet, tous les petits objets qu'on peut avoir de connectés également dans les maisons, smartphones et autres, j'en passe. Et donc en fait, les besoins en bande passante, en débit augmentent. Ça devient un handicap. Et puis c'est le cas aussi pour des équipements comme celui-ci, une médiathèque. Le cœur même de la médiathèque, c'est justement les outils numériques. Et si on n'a pas des débits suffisants, la médiathèque ne peut pas fonctionner. Par chance, la médiathèque du Sourn se trouve juste à côté de la borne mégaliste, donc ça nous aide. C'est aussi les entreprises, ce sont les entreprises, et aujourd'hui, je suis confronté à beaucoup de demandes de chefs d'entreprise qui nous disent on a besoin de la fibre optique. Alors on a réussi à faire augmenter les débits par cette opération de montée en débit, mais on attend avec impatience justement la fibre optique jusqu'aux entreprises, notamment sur la zone industrielle historique qui va être concernée par la montée en débit de Pontivy, mais par contre Tréhonin nous posera problème dans l'avenir. Alors justement, puisqu'on parle de la question économique, on l'a dit, le Sourn est une commune limitrophe de Pontivy. Premier point qui est peut-être positif pour vous, c'est sans doute la possibilité d'avoir des entreprises situées sur le territoire de votre commune, situées sur le territoire du Sourn. Alors intrinsèquement, effectivement, le développement économique et puis les activités économiques en partenariat avec Pontivy, c'est la naissance même du Sourn des 50 dernières années, puisque tout à l'heure je vous citais des chiffres de démographie. Il faut être conscient que cette hausse de démographie qui s'est passée dans les années 70, c'est la conséquence en fait du développement économique. Le développement économique de la commune est né d'un accord entre les municipalités pontiviennes et sournaises, donc en août 1964, à l'instigation de Louis Robic et de Joël Tigné, qui étaient deux adjoints de Marcel Lambert, maire de Pontivy, et de la municipalité d'alors sournaise, un accord est trouvé pour créer une zone économique. C'est la zone industrielle. Quand on dit la zone industrielle de Pontivy, c'est la zone aujourd'hui du Blavet. Et donc, dans les années de 64 jusqu'à 70, les entreprises vont venir s'installer. Les gens vont venir travailler dans ces entreprises. Et forcément, ils vont chercher des endroits où s'installer. Et ça explique, en fait, je dirais le développement de la commune du Sourn par ce fait. On retrouve des grands noms de l'histoire industrielle de Pontivy, et souvent liés au quartier historique de Trélo. Par exemple, vous avez l'entreprise Jacques, qui est devenue la Simo, qui part de Trélo. Vous avez la Sylvie, qui est devenue la Thalys, et qui en fait est partie aussi de Trélo s'installer sur cette nouvelle zone. Il y avait le groupe Glon qui s'y installait venant des Monstoirs, et ainsi de suite. Et il y a beaucoup de grandes entreprises qui ont fait la croissance économique, puis la croissance de population de la commune. Mais la proximité d'une ville telle que Pontivy aurait pu aussi jouer en votre défaveur, peut-être notamment en termes de commerce de proximité, justement. Qu'en est-il concernant le Sourn ? Alors ça, c'est une difficulté à double tranchant. C'est des communes de taille et puis je dirais d'histoire très différentes. Mais je pense que chacune des communes a aussi son atout, ses atouts à faire valoir et à jouer. Nous, c'est un petit peu avec, je regarde Michel qui est mon adjoint aussi à la mairie. C'est aussi notre ligne directrice, c'est-à-dire de développer la commune avec les atouts que nous pouvons faire valoir. Notamment en termes de proximité, de commerce de proximité. Notre souhait n'est pas forcément de développer des grands centres commerciaux hautes et de devenir peut-être sur des secteurs un peu plus de niche, où les gens trouvent un commerce de proximité, des services de proximité. Je pense aussi au cabinet médical qui est complètement dans ce genre de choses, c'est-à-dire de ne pas... notre souhait, c'est de ne pas être une commune dortoir. C'est aussi d'avoir, je dirais, le résidentiel, mais aussi avec des services à côté, que des gens puissent y trouver un espace justement pour entreprendre, pour bâtir aussi leur avenir de travail. Et bien sûr, point très important avec, vous l'avez dit, le centre médical, avec une spécificité concernant celui du Sourn. Voilà, c'est
Ça, je dois bien l'avouer que ça a été le fait de saisir une opportunité et peut-être une grosse difficulté qu'on a réussi à retourner en opportunité, puisque en fait, au tout début de ce mandat, en 2014, fin 2013, début 2014, le médecin généraliste de la commune, donc Philippe Guéguin, nous a annoncé qu'il allait partir dans les 18 mois qui suivaient. C'est-à-dire qu'avant la fin 2015, il nous avait annoncé que c'était l'heure de la retraite pour lui. Et puis on connaît tous, aujourd'hui c'est encore plus prégnant, mais déjà à l'époque, il y avait d'énormes difficultés pour recruter des médecins salariés. Enfin des médecins, pardon, voilà, j'ai vendu le mot. Pour recruter des médecins. Et la commune, on s'est interrogé comment on fait. Et en fait, on était dans le même débat que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire on est à 3 km de Pontivy. Donc il ne faut pas réfléchir seulement sur la commune du Sournes, on n'était pas là pour penser qu'à nous, mais de voir, si à côté il y a des médecins, s'il y a l'offre, on n'avait pas besoin d'intervenir. Le problème, c'est qu'on a eu aussi en même temps un rapport fait au niveau de Pontivy Communauté qui disait que, donc en 2014, je cite, on était à 26 communes, puisque Mur de Bretagne était encore dans le giron de Pontivy Communauté, 26 communes, 32 médecins, et il y en avait 12 qui allaient prendre leur retraite dans les 5 ans qui suivaient, qui arrivaient à 65 ans et plus dans les 5 ans. Et la première commune en rouge, vif, c'était le Sournes, puisque il y avait un médecin et le médecin partait. Et donc nous on s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose et on n'a pas le temps. Après il y avait ce qui se fait beaucoup, c'est la partie immobilière dans ce domaine médical. Nous ici on est parti sur l'idée de se dire c'est pas l'immobilier qui importe, c'est plutôt le service. Nous ce qu'il nous faut c'est des médecins pour soigner les gens. C'était vraiment ça l'idée. Et pourquoi un médecin viendrait s'implanter au Sournes plutôt que dans une commune environnante, connaissant tous les problèmes qu'il y avait? Pourquoi un médecin viendrait au Sournes plutôt par exemple qu'à Pontivy où il y a potentiellement plus de patientèle et d'attrait pour les services. Et donc c'est de là qu'est venue l'idée du salariat. Avec le salariat, c'est une facette du projet, c'est-à-dire que il y a le médecin et salarié par la commune, mais il y a aussi à côté s'occuper de toute la partie administrative. Parce que les médecins aujourd'hui libéraux passent beaucoup de temps à faire aussi beaucoup d'administratifs. Alors il y a un administratif médical, c'est-à-dire qu'ils vont remplir des dossiers avec une part d'administratif qui est vraiment avec une pointe médicale, et il y a de l'administratif pur. Et donc le but était de dégager les médecins de toutes ces contraintes administratives et que les gens fassent vraiment de la médecine. Ils sont formés pour ça, leur temps est précieux. Et donc d'où ce recrutement en interne presque, donc un médecin salarié. Est-ce que vous avez été contacté peut-être par d'autres communes en Bretagne ou ailleurs en France qui auraient souhaité suivre le même chemin? Oui, on est contacté par énormément de communes, de collectivités, pas seulement des communes. On a vu des communautés de communes, communautés d'agglomération qui nous ont contactés pour connaître un petit peu notre façon de faire. Donc je vous disais, en fait, l'idée n'est pas de nous. On a repris en fait une idée qui avait déjà été mise en place à la Ferté-Bernard. Et aussi, donc la Ferté-Bernard, c'est quand même plus de 10 000 habitants. Donc on n'était pas sur les mêmes échelles. Mais par contre, on a trouvé un exemple dans Lyon, une petite commune qui s'appelle Doma, 850 habitants. Et là, on se disait, on est quand même à peu près plus dans l'échelle sournaise. Et puis, on a lancé le projet. Aujourd'hui, on a acquis quand même une expérience dans ce domaine de gestion de ces centres. Et aussi, on peut partager notre expérience avec d'autres communes. Donc, il y a des communes riveraines. Vous avez vu les échos, notamment, je pense à Neuliac, je pense à Rohan, qui nous ont contactés récemment. On a travaillé, on a aidé La Chaise, chez nos voisins des Côtes d'Armor, à monter leur centre aussi. Ils sont venus, ils nous ont contactés. On a passé nos indicateurs qui leur permettaient de voir si c'était viable chez eux. Et puis on a effectivement beaucoup de communes qui nous questionnent. Alors après, tous les projets ne vont pas au bout parce que c'est quand même c'est lourd pour une commune, mais pour nous c'est un fort levier d'attractivité. C'est un élément déterminant dans le développement futur. Allez, on continue à parler du Sournes dans RBG sur la route. Nous sommes partis ce matin de nos studios de Pontivy pour nous rendre ici aujourd'hui. Alors on l'admet, la route n'était pas très très longue, mais je vous propose d'aller un peu plus loin en musique avec le groupe The You, H et U, et leur titre You du rock de Mongolie.
De retour dans RBG Arenent, RBG sur la route, nous sommes toujours au Sourn avec monsieur Jean-Jacques Vidlaume, monsieur le maire, Gérard Le Gallic ainsi que Michel Cabel et Marcel Renaud, des amis de la vallée de Pleurit. On l'a dit, le Sourn est une commune jeune, à peine 150 ans, mais ce qui ne lui empêche pas d'avoir une histoire, ne serait-ce que par celle, au pluriel, de ses habitants. Gérard Le Gallic, vous êtes vous-même né au Sourn avant de prendre la route vers d'autres contrées et de revenir Pendant 30 à 40 ans, oui. Pardon. Et je suis revenu il y a seulement 18 mois ici, cette année définitivement. Mais j'avais déjà commencé depuis environ 18 ans, lors du décès de mes parents, à classer leurs photos de famille. Et pour classer ces photos, rien de mieux que la généalogie. Et à partir de là, le verre était dans le fruit, comme on dit. Je me suis étendu à toutes les photos du village et à toute la généalogie de toutes les familles du village. Celle de 1950-60. Alors comment vous procédez pour recueillir ces photos et ensuite pour révéler leur mystère? Évidemment pas tout seul, je réunis un certain nombre de gens. D'abord je demande qu'on me prête des photos pour les scanner, les conserver, déjà les conserver au niveau du village. Et ensuite nous réunissons ici un groupe d'amis, c'est ouvert à tout le monde, et on projette des photos dans la médiathèque et chacun donne son opinion sur la photo et surtout sur les noms des personnes qui sont présentes. Donc on enrichit comme ça un fichier, petit à petit, on a plusieurs photos pour la même personne. Donc très régulièrement, on vient vous voir avec tout un tas de photos anciennes. Peu moins maintenant, on a oui, ça y est, vous avez la commune, on a environ plus de 1000 photos maintenant. Plus pour certaines familles que d'autres, il y a des gens qui étaient plus riches pour avoir un appareil photo peut-être, je ne sais pas. Et puis plus de connaissances aussi, plus une implantation plus ancienne aussi souvent. Donc ça nous amène à étudier pendant très longtemps avec beaucoup d'amis. Chaque photo peut prendre beaucoup de temps. Certaines ont pris plusieurs années pour... certaines d'entre elles, par exemple, je n'y connaissais qu'une personne, ma mère, qui était là comme témoin. Puis petit à petit, on a réussi à faire parler des gens et on sait qui était le marié ce jour-là. Alors pour mieux saisir votre méthode ou vos méthodes, est-ce que vous avez peut-être des exemples à nous donner? Un exemple qui est arrivé il y a quelques mois, qui n'est pas réellement une photo, c'est une carte postale qui circule dans la région depuis fort longtemps, qui est une carte postale intitulée Mariage dans les environs de Pontivy, repas de noces, une noce à table exactement. Alors est-ce que vous pouvez nous décrire ce que l'on voit sur cette carte postale? C'est typique de l'époque, c'est 2 tranchées dans un champ, et puis les jambes des invités sont dans la tranchée, et la partie du milieu sert de table, et on voit les invités de chaque côté. Une trentaine de personnes peut-être? Oui, mais là c'est qu'une petite partie, on suppose que les autres invités étaient dans le champ d'à côté, derrière les talus, de façon que tout le monde soit à l'ombre, parce que manifestement, c'est en été, il y a des feuilles dans les arbres, et on reconnaît qu'une seule personne, qui en réalité s'avérait être Vincent Coquoil, qui est né en 1841 au Somme. Donc les autres, on ne sait pas. Mais ça nous permet de dater la photo et de dire qu'elle a été prise certainement dans le village de Tréhonin. Et de là démarre votre enquête avec les premiers indices que maintenant, on va vous avez récoltés. continuer à comparer les visages pour voir si on peut trouver d'autres personnes. Il y en a une que je soupçonne être d'une famille Carrel, mais on n'est pas certain. Alors ça, c'est un exemple, c'est une carte postale. Mais c'est exactement la même démarche pour un mariage. Donc, ce que l'on cherche, c'est les photos de mariage de banquet où il y a le plus de personnes possible, de façon à les comparer. Récemment, quelqu'un est venu, à l'automne, je crois, de la famille Lequinf, une grande famille du Somme, et il m'a apporté 7 à 8 photos, mais il ignorait totalement qui était sur la photo, qu'est-ce que c'était. Donc on les a analysées, on les a classées, et il a fallu faire un classement chronologique en fait. Et on s'est aperçu que c'était une famille de Saint-Michel, une certaine femme Julet mariée avec un Talmont, donc des noms bien de chez nous. Et cette femme avait la particularité sur la première photo, c'est qu'elle était en mariée avec son nouveau mari, donc à la sortie de la cérémonie, mais avec un enfant devant elle. Ce qui n'est pas commun d'habitude, même si la femme avait déjà un enfant, il était plutôt derrière que devant. Et simplement, cette femme s'est mariée en 1914 avec un Joseph Talmont. Elle a eu un enfant en 1915, et le père, donc son mari, s'est fait tuer en 1918. Elle s'est remariée en 1922 et c'était la photo que nous avions sous les yeux. Donc la femme avec son premier enfant, son nouveau mari
Et à partir de là, tout le reste s'est enchaîné. Donc vous croisez vraiment ces photos avec les arbres généalogiques. Oui, absolument. Et donc vous l'avez dit, surtout des photos de banquets, de mariages. Est-ce que observer tous ces clichés, ça vous a permis aussi de découvrir certaines choses que vous ignoriez sur les mariages? Oui, on découvre des tas de choses, bien sûr, il faut regarder tous les détails. Tout est important, ne serait-ce que le crêpe noir qui est sur le bras de certains hommes, par exemple, ça détermine une certaine date. On cherche qui il a perdu dans cette année, donc ça nous permet de dater plus précisément. Qui est une sorte de brassard? C'est un petit, une petite bande noire que l'on colle, un petit peu comme les services de sécurité, mais là c'est noir. Et puis on porte ça pendant un an. Enfin, on portait ça pendant un an. Donc ça détermine une date. Donc il suffit de chercher dans l'entourage de cette personne qui il a perdu au courant de l'année, et on sait à peu près l'année. On peut aussi jouer sur les costumes pour déterminer qu'un homme, on sait qu'il a le costume de la région de Pontivy. Par contre, son épouse a celui de Melran, Pemelio. Donc ça permet de situer le lieu aussi. La forme de la coiffe, celle que j'ai sous les yeux par exemple, la coiffe de la femme a changé entre les années 1900 et même avant, alors qu'elle s'est modernisée à peu près dans les années 30, on voit un peu plus de ça, donc ça permet là aussi de dater la photo. Il y a plein de choses comme ça, les enfants qui sont quelquefois en breton, quelquefois avec des tenues de petits parisiens, ça paraît assez bizarre. J'avais écrit un article là-dessus d'ailleurs sur un accident qui avait eu lieu ici il y a quelque temps, et il avait été illustré, c'était remonté jusqu'à Paris, vu la gravité de la chose. Et ce qui était amusant, c'est que le journaliste parisien n'avait jamais mis les pieds en dehors de Versailles ou de l'autoroute de l'Ouest. Enfin, toute la diligence qui se précipitait dans le Blavet, les gens étaient habillés en redingote. Donc ici, en 1890, il était peu probable de voir un paysan habillé en redingote. Il avait le costume breton. Donc ça nous a permis de voir comment on était vu de l'extérieur. Et vous travaillez aussi sur d'autres documents, notamment un cahier de doléances. Le cahier de doléances, c'est un petit peu le hasard qui a fait ça. Je l'ai trouvé très très récemment. Alors je l'ai traduit en français d'aujourd'hui, parce qu'à l'époque, on mettait assez peu de ponctuation. Les mots n'étaient pas les mêmes, donc je l'ai non pas interprété, j'ai pas voulu changer le sens, mais le rendre beaucoup plus lisible. Alors c'est un cahier de doléances qui ne parle pas de la commune du Sourn, et pour cause, puisque c'était avant la création de la commune. C'était en 1788, début 1789, donc ça s'est passé à Saint-Michel, qui était une trêve, à l'époque c'est bien l'église qui gérait encore pas mal de choses, donc c'était la trêve paroissiale de Saint-Michel. Les gens se sont réunis, mais on y retrouve les noms de famille d'aujourd'hui. Celui qui était élu comme le futur député, ou du moins qui était élu pour aller au conseil, les États généraux, c'est ça, pour désigner les députés, s'appelait Paul Lamouric, de la famille Lamouric, qui existe encore quelque part au Somme. Et il faut relire les 10 points qui sont assez intéressants, c'est amusant. Peut-être quelques exemples de points qui vous ont fait sourire. C'était de diminuer la taxe sur les boissons et sur le tabac à fumer. Exactement le contraire de ce qu'on demande aujourd'hui. Donc, parce que oui, puis avec un sens de la formule. Hein, ouais. Oui, le tabac, c'est parce que c'était devenu un besoin pour le peuple. Donc il fallait diminuer les taxes sur le tabac. Donc c'est des choses comme ça qui sont très amusantes. On revoit un petit peu l'historique. Et les boissons, je ne croyais pas au départ, je voyais mal le mot, je ne devinais pas. Puis c'est un ami qui m'a aidé, qui m'a dit si, c'est bien une taxe sur les boissons qu'il faut diminuer. Donc, alors ça, on verra ce qu'on va en faire dans les mois qui viennent, de façon à ce que ça soit publié. Et il y a la première partie qui est l'élection de tous les délégués aux États généraux de Bretagne, à l'époque encore. Et puis la deuxième partie, c'est la rédaction des doléances, proprement dit. Ça, c'est pas la commune, c'est la trêve à l'époque de Saint-Michel. Alors justement, monsieur le maire, l'histoire du Sourn, est-ce qu'elle fait l'objet d'actions particulières de la part de la commune, notamment dans le cadre de cet anniversaire des 150 ans du Sourn ? Oui, effectivement, il y a une action particulière qui est en cours. Hein, c'est la rédaction d'un livre, justement pour, je dirais, utiliser tout ce travail de collectage qui a pu être fait par Gérard et par d'autres bénévoles, tout ce travail de mémoire aussi, parce que le travail de Gérard a eu un fort impact sur la connaissance, la bonne connaissance de l'histoire de la commune, mais aussi sur le lien social, parce que il vous a raconté un petit peu tous ces moments qu'ils ont passés ici dans cette médiathèque, ce petit groupe qui s'est aussi étendu, de plus en plus de personnes sont venues autour d'eux, et c'est important pour nous justement de collecter cette histoire locale
une histoire qui peut être plus ancienne, milieu du 19e siècle, mais aussi plus récente, depuis je dirais la Seconde Guerre mondiale, où les acteurs sont encore là, et puis aussi l'histoire récente, les 50 ans, les 50 dernières années qui ont vu, comme je vous expliquais tout à l'heure, le changement de la physionomie de la commune. Et ça, c'est important pour que toutes celles et tous ceux qui un jour arriveront ici ou sont arrivés ici puissent s'approprier cette histoire, parce que souvent on arrive, on pose nos valises dans une commune, ça a été mon cas aussi, et on ne connaît pas bien l'histoire de cette commune. Et si on ne connaît pas bien son histoire, je pense qu'on a du mal à tout comprendre. Et justement, le travail d'historien local que fait Girard et que font un certain nombre de passionnés, c'est important pour nous. Gérard Le Gallic, justement, le fruit de ce travail, est-ce qu'on peut le consulter sur Internet ou sur place? Il va falloir trouver la forme nécessaire, je pense, pour le mois d'août prochain. Ce que j'aimerais faire, c'est que chacun puisse venir à la médiathèque ou ailleurs, peu importe, cliquer sur un visage, sur un écran, et puis à partir de là, de retrouver toutes les photos où cette personne apparaît. Donc, je m'appelle Gérard Le Gallic, je clique je mets mon nom, on me donne toutes les photos où j'apparais, et à ce moment-là, en cliquant sur le visage, la généalogie de cette famille va s'ouvrir. C'est ce que je suis en train de faire, et j'aimerais que ça soit terminé pour le mois d'août. Ça ne sera jamais fini. De toute façon, ce sont des sujets inépuisables. Mais au moins ça devrait donner un grand intérêt à tout le monde pour retrouver ses ancêtres, ses origines. Donc affaire à suivre sur Internet, peut-être sur papier ou encore ici à la médiathèque du Sourn. On se retrouve dans quelques minutes puisque nous allons découvrir notre prochain sujet chanté et dévoilé par Dick Angarn. Mais je crois que vous aviez quelque chose à rajouter, monsieur le maire ? Ouais, simplement sur le travail important de Girard, c'est vrai que ça nous aide beaucoup. J'ai un peu perdu le fil en voyant votre lancement, donc si ça me revient, je le reviens. Très bien. Eh ben voilà, on a quelques minutes pour reprendre nos esprits avec Dick Angarn. RBG Aronent. Les micros et les membres de l'équipe RBG Aronent et RBG sur la route sont bien installés ici au cœur de la médiathèque du Sourn. Nous sommes toujours avec monsieur le maire Jean-Jacques Widelot, Marcel Renaud et Michel Cabel, des amis de la vallée de Pleurit, et Gérard Le Gallic. Marcel Renaud, Michel Cabel, nous venons d'entendre la chanson de Dick Angarn, Quelle belle vallée, dont une version sournaise est trouvable sur Internet par Claude Lemarec du groupe Les Trémolos. Et cette belle vallée, c'est celle de Pleurit. Oui, alors remonter un petit peu donc, dans l'histoire. En 1995, la commune a acheté donc, à l'entrée du Sourn une vallée de à peu près 5-6 hectares qui était laissée donc, complètement à l'abandon. On ne pouvait plus y pénétrer. En fait, même les pêcheurs avaient du mal à suivre le cours d'eau. Alors la municipalité s'est posé la question de savoir que faire de cette vallée, et au début, donc, il était prévu de réaliser 2 étangs. Ça avait même été très loin puisque les plans étaient faits, etc. Et le projet a été refusé pour des raisons liées justement à la loi sur l'eau en 1992, là, puisqu'il fallait que l'étang, ou plutôt que le ruisseau soit en dérivation. Et si on faisait 2 étangs, le ruisseau, évidemment, disparaissait, il passait donc dans l'étang. Donc le projet a été refusé, donc s'est posé la question de savoir que faire de cet espace, qui est quand même important. Et donc il y a eu une réflexion dans les années 2000 à peu près, 2000-2001. Et finalement, en 2002, il a été décidé, au conseil municipal, il a été décidé d'en faire une zone de loisirs tout en lui gardant donc un aspect naturel. Alors la municipalité, en 2002, a investi quand même pas mal, réalisé des parcours sablés, construit une fontaine, plus ou moins belle d'ailleurs, mais enfin bon, elle est là. Une fontaine, ensuite des jeux pour les enfants, et puis je crois que c'était en gros autre chose, c'est tout. Et s'est posé la question de savoir comment entretenir tout le reste de la vallée.
il était impossible de demander aux conseils municipaux, enfin aux employés municipaux de s'en charger, ça aurait été beaucoup trop de travail. Alors l'idée a été lancée par Michel, pourquoi ne pas faire une association? Et puis donc on s'est lancé donc dans la création de l'association, et puis en 2000, alors moi j'ai pas toujours la mémoire des dates. En 2003, en juillet 2003, l'association a été créée, les Amis de la Vallée de Pleurit. Et, alors, oui, vas-y, oui. Et nous souhaitions avoir un président qui ne soit pas un membre du conseil municipal. Oui, puisque vous étiez tous deux élus. Oui, à ce moment-là, et le maire à l'époque ne souhaitait pas que l'on prenne des responsabilités dans l'association, puisque la vallée est évidemment une vallée communale. Donc il fallait chercher effectivement quelqu'un. Et on m'a présenté ce lieu, cette vallée, comme un lieu intergénérationnel. Donc, oui, enfin, mais avant, peut-être pour rebondir sur ce que disait Michel, on a eu la chance de trouver donc un jeune président qui arrivait donc sur le Sourne, et on l'a contacté pour demander s'il acceptait de devenir président des Amis de la Vallée de Pleurit, et à notre grande surprise, il a accepté, et c'était le futur maire de Luchon. Ah, d'accord, très bien. Je voyais qu'effectivement, là, beaucoup de personnes autour de nous, vous voyez où vous vouliez en venir. Nous y voilà. Très bien. Donc Jean-Jacques est resté, je crois, 3 ou 4 ans président des Amis de la Vallée. Et ensuite, donc, il y a eu une autre personne qui a accepté donc, pendant une année. Et après, donc, on a accepté, enfin, le maire a accepté que les membres du conseil puissent avoir aussi des responsabilités. Donc, moi, je suis devenu président, et puis pendant 10 ans, et Michel, donc, trésorier de l'association. Donc une association qui est vite devenue incontournable pour la commune du Sourne. Donc oui, je le disais, un lieu intergénérationnel, alors peut-être au niveau du bureau, au niveau de la vie associative, mais également par rapport aux personnes qui ont l'habitude de fréquenter et de profiter de ce site. Oui, enfin, c'est vrai que le site, on a voulu en faire une zone de loisirs, un espace de promenade, etc. Mais aussi, on souhaitait en faire un espace aussi pédagogique, permettre par exemple aux écoles, et je sais qu'au début, les écoles sont intervenues dans la vallée, soit pour étudier le ruisseau. Moi, je sais que j'ai fait une animation autour des ruisseaux, par exemple, donc avec les écoles, avec les élèves des écoles, mais aussi pour réaliser des nichoirs, par exemple. Il y avait donc des jeunes qui participaient donc à l'animation de la vallée. La commune a passé aussi une convention avec un lycée agricole, le lycée de Carlebost, et c'est devenu aussi, donc pendant à peu près une dizaine d'années, je crois, donc c'est devenu un espace, en fait, on pourrait dire de travaux pratiques, où les élèves venaient, débroussaillaient, créaient un certain nombre de choses. Bon, il y a quand même encore beaucoup de choses qui restent d'eux, réalisaient des panneaux, les oiseaux, etc. Donc ça a été donc un espace effectivement pédagogique, mais en même temps, donc ça a permis aux personnes de tous âges de fréquenter la vallée. Et parmi les activités associatives, il y a le fait de vous retrouver de façon régulière. Par exemple, le samedi prochain, Michel Cabel, qu'est-ce que vous allez faire tous ensemble samedi prochain? Samedi prochain, déjà hier, on a démarré par sortir des saules dans les endroits très humides avec le tracteur d'un adhérent de l'association, pour que les conditions de travail soient beaucoup plus en sécurité, pour qu'on abîme moins aussi le fond de vallée, parce qu'à force de monter, descendre, piétiner, les lieux humides sont beaucoup plus difficiles à pour intervenir. Oui, puisque effectivement, ça doit nécessiter aussi peut-être du matériel très spécifique dont vous disposez. Le matériel, chaque membre de l'association amène son matériel. Ça peut être une tronçonneuse, ça peut être une débroussailleuse, ça peut être une faucille, une fourche. On a besoin de tout pour que tout soit bien propre une fois qu'on est intervenu, quoi. Et est-ce que c'est un site, donc la vallée de Pleurit en Sourne, qui bénéficie d'une protection
particulière Non, ou... non. On a fait tout à fait au début de l'association, avant de lancer donc des travaux, on a fait faire par Bretagne Vivante une étude de la faune et de la flore. Donc ça a été renouvelé d'ailleurs 2 fois. Mais bon, il n'y a rien d'original en fait, comme il n'y a pas de plantes, par exemple, qui sortent de l'ordinaire. Hein. Ce sont des plantes que l'on trouve un peu dans les milieux humides. Mais ça nous a quand même permis de lancer régulièrement, une fois donc par an, pendant plus de 10 ans, des sorties nature avec Bretagne Vivante, en particulier avec Yves Lecoeur, qui est donc adhérent de Bretagne Vivante. Et on a donc ainsi organisé tout le dimanche matin, donc une fois par an, des sorties. Très intéressante. Hein, par exemple, pour donner un exemple, le petit peuple des mousses, donc on observait donc au microscope ce que l'on pouvait trouver dans les mousses, et on avait trouvé un animal assez original, le tardigrade, qu'on ne connaissait pas et qui vaut la peine d'être vu, et surtout de comprendre son fonctionnement. Belles activités, oui. Des activités finalement oui. larges et diverses pour cette association des Amis de la Vallée du Pleurit. Oui, le statut de l'association prévoit 2 choses. Il prévoit donc l'entretien de la vallée et l'animation de la vallée. Donc l'entretien de la vallée, donc comme Michel l'a dit, c'est essentiellement donc débroussaillage, entretien divers, hein, et puis l'animation, donc c'est autre chose. Mais on intervient en gros 4-5 fois par an. Mais Michel peut en parler mieux que moi, donc puisque c'est le trésorier de l'association, on est maintenant affronté à l'augmentation du nombre des participants. Oui, on intervient 6 fois dans l'année, au mois de septembre, octobre, novembre, janvier, février, mars. Après, on fait une pause parce qu'il y a une nidification. Donc, avril, mai, on laisse les oiseaux tranquilles faire leur reproduction. Alors malheureusement, il ne nous reste plus qu'une petite minute avant que le studio de Pontivy reprenne la main et qu'il nous redonne les créneaux, les émissions spéciales RBG Aronent à partir de 16h. Peut-être un petit mot, monsieur Jean-Jacques Vidlot, sur le site internet et sur le bulletin municipal dans lequel on va pouvoir retrouver les informations sur ces associations et sur les différentes activités dont nous avons parlé aujourd'hui. Voilà, effectivement, la commune sort 2 bulletins chaque année, et puis donc ils sont consultables en ligne sur le site de la commune avec un certain nombre d'informations pratiques autour des associations, autour des services qui sont rendus par la commune. Donner envie à vos auditeurs de venir découvrir plus si affinité pour la commune. Et puis remercier aussi Michel et Marcel sur le travail à travers eux, le travail qui est fait par l'association des Amis de la Vallée. Et puis remercier Gérard sur tout le travail qui est fait sur l'histoire locale. J'ai associé aussi Karine Burban à Carrel, qui est une conseillère municipale et qui amène aussi de la matière sur ce point de vue historique et culturel et patrimonial de la commune. Jean-Jacques Vidlot, Marcel Renaud, Michel Cabel, Gérard Le Gallic, merci à tous les 4 d'avoir répondu favorablement à notre invitation. On se retrouve donc à partir de 16h pour des cartes postales sonores liées à cette commune du Sournes, puis à 17h en direct, 1 heure en français avec Claire Pérez et les associations Horizon, Corolar-Sorne et la Gym sournaise, puis 1 heure avec Eric Pento et Gwenvel Delanoë et leurs invités avant un filage, une veillée musicale pour laquelle vous êtes bien sûr les bienvenus ici au sein de la médiathèque du Sournes. Merci beaucoup. Au revoir, Kenavo. Merci. Au revoir.